Bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 10 juillet. Le classement du Marais Taputapuatea sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Quels avantages, mais aussi quelles obligations pour la Polynésie française? Réponse dans ce journal. Et puis, nous recevrons sur ce sujet l'anthropologue Simone Grand. Elle est notre invitée. C'est une date historique pour le Fénois. Depuis hier, le Marais Taputapuatea à Opuar-Iyatea est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une inscription dont se félicite la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Ce soir, Brigitte Olivier nous dévoile les avantages de ce classement, mais également les obligations qui incombent désormais à la Polynésie française. 12 ans se sont écoulés depuis que l'idée d'un classement au patrimoine mondial de l'humanité du Marais Taputapuatea a germé en Polynésie. C'est une durée moyenne normale pour l'UNESCO qui exige des candidats au classement une dizaine de critères aussi incontournables que difficiles à remplir. Taputapuatea est un site qui indéniablement présentait tous les atouts pour être accepté. En tant qu'archéologue, et pour avoir beaucoup travaillé dessus ce marais, c'est parce que ce marais-là représente le Huiaria, le système Huiari, c'est-à-dire dans un champ aussi vaste que l'Europe, il fallait qu'on puisse tracer sa généalogie sur Taputapuatea. Mais attention, désormais Taputapuatea appartient à l'humanité en tant que symbole de son génie, comme l'île de Pâques. Cela signifie que les pouvoirs publics s'engagent à un certain nombre d'obligations. D'abord en assurer le gardiennage et puis faire une demande à l'ONU pour toute construction, aménagement ou projet d'infrastructure, un contrat moral qui lie aussi les propriétaires terriens. Pour autant, l'UNESCO n'apporte aucune subvention ni protection matérielle, ce qui fait dire au maire de Rapa Nui, avec quelques années de recul, que ce classement chez lui n'a pas rapporté grand-chose à la population. La classification de Rapa Nui au patrimoine mondial de l'humanité n'a rien changé pour nous. Il n'y a eu aucun bénéfice tangible d'aucune sorte. Alors le grand avantage du classement, c'est sans doute la notoriété, avec une affluence de touristes qu'il va falloir gérer, tant en termes d'hébergement que de circuits guidés. Cela signifie des emplois en perspective pour les habitants de Raiatea, mais aussi des coûts qui obligeront les pouvoirs publics à rendre l'accès au site payant. Il serait impossible qu'il en soit autrement. Nous recevons à présent notre invitée Simone Grand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue. Alors, première question, que représente pour vous cette inscription du Marais Taputapuatea sur la liste de l'UNESCO? C'est une grande joie, c'est une grande fête et nous ne pouvons que féliciter toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse et atteigne aujourd'hui ce résultat. Concrètement, qu'est-ce qui va changer désormais? Ce qui va changer, j'avoue ne pas trop savoir, mais simplement ce qui va changer déjà, c'est que au niveau de la population, au niveau de nos enfants, c'est qu'il faut savoir que la civilisation, la société qui vivait à cette époque-là est une société humaine comme les autres et qui témoigne, et dans les vestiges qu'il y a là, témoigne de la richesse de leur humanité. Au-delà de notre territoire, le Marais Taputapuatea est un lieu hautement symbolique. Va-t-il rester avec ce classement? Disons qu'on assiste déjà depuis quelques années à quelques fois où on essaie de reproduire les événements de rassemblement des différentes îles, en particulier de Rapa, des îles Hawaï, des Maoris, à Taputapuatea, parce que c'est un lieu de rassemblement qui était devenu un lieu sacré avec lequel une alliance permanente d'amitié et d'amour était consolidée. Donc on parle de Taputapuatea comme étant le berceau de la civilisation polynésienne, un lieu de rassemblement, vous l'avez dit. On parle souvent de Huiari, on l'a entendu dans le reportage qui a précédé. Le Huiari, qu'est-ce que c'est, Simone? Disons que pour ma part, je n'emploierai pas le mot de berceau, mais ça n'a pas d'importance. Le Huiari, c'est-à-dire qu'au départ, la première organisation sociale était celle des Manahune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prééminence d'une caste sur une autre.
Celle des Huiyari, c'est quand des chefs, les aînés de certaines familles, ont voulu faire une caste sociale à part et à partir de là se sont organisés pour avoir une filiation directe avec les divinités. C'est ainsi que c'était les branches aînées et qui ont fait en sorte d'être les enfants directs de Taro, les autres venant de déités subalternes. Et c'est ainsi qu'ils assuraient leur mana à travers les générations. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue? Disons qu'aujourd'hui, ce sont les politiques qui sont les nouveaux RI. Et à chaque élection, on renouvelle ou pas leur mana. Mais disons qu'il y a certaines familles qui peuvent se prévaloir, mais en même temps, c'est un souvenir. Ce n'est plus une réalité tangible, ce n'est qu'un souvenir qui peut se traduire par la propriété de certaines terres. Il y a eu des travaux d'archéologie qui ont été menés sur ce marais. Vous avez travaillé à la traduction d'un archéologue. Qu'est-ce qu'il faut retenir à l'heure d'aujourd'hui des travaux qui ont été menés sur ce marais? Disons que, oui, là j'ai apporté le bulletin de la Société des océanistes où il y a eu les travaux de Marquedos, qui est un archéologue dont j'ai traduit certains de ses publications et c'est ce qui m'a permis de connaître beaucoup de choses. Mais disons, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un lieu éminemment sacré, pas simplement pour les gens de Raiatea, mais pour un grand nombre d'îles, peut-être pas toutes les îles de la Polynésie française, parce que je pense que les Paumotu avaient un autre système, les Marquises aussi, mais un grand nombre d'îles et au-delà de la Polynésie française aujourd'hui, donc jusqu'à Hawaï, Nouvelle-Zélande et Rapa Nui. Simone, un grand merci pour toutes ces précisions et pour votre éclairage. Merci.